Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation du deuxième monument de l'année. Après Milan-San Remo, c'est l'heure du Tour des Flandres. Deuxième monument, le premier monument belge de la saison. On va revenir un petit peu sur la présentation du parcours, sur la météo, sur le palmarès des favoris de cette édition 2023 du Tour des Flandres, qui est la 107e édition du Tour des Flandres, l'une des courses les plus anciennes, du calendrier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, peut-être votre grosse cote, les coureurs un petit peu que vous allez suivre. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne avec un super thanks. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0, à écouter surtout EPS 2.0, Amazon, Spotify et sur Deezer également. Et puis, vous pouvez également aller sur TikTok pour du contenu également supplémentaire. Et vous abonner également sur TikTok. Le Tour des Flandres, deuxième monument de la saison. La Flandrienne la plus dure. La Flandrienne qui fait 275 km quasiment. C'est l'une des courses les plus longues de la saison. C'est l'une des 3 courses les plus longues de la saison avec les championnats du monde. Et Milan-San Remo, à chaque fois le Tour des Flandres, c'est 15 km de plus que Paris-Roubaix. Même s'il y a moins de kilomètres de pavés que Paris-Roubaix également. 2 dernières heures de course très compliquées avec très peu de phases de transition. On enchaîne les monts, on enchaîne les secteurs pavés dans ces 2 dernières heures de course. Seulement 13 km entre le dernier secteur et l'arrivée. Donc c'est très dur d'être en capacité de se réorganiser pour revenir sur un homme de tête qui serait parti dans le dernier passage du Paterberg. Une dernière ligne droite interminable. Et c'est l'une des courses où il y a la plus grosse ambiance de l'année également. Il y a une ambiance, c'est une ambiance qu'on va voir parfois autour du Pays Basque. À Roubaix un petit peu, mais il y a encore plus d'ambiance qu'à Roubaix sur le Tour des Flandres. C'est-à-dire que vous avez les drapeaux flamands un petit peu partout. Et puis ces fameuses petites cabanes, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, ces fameuses estrades où vous avez des VIP à quasiment 3000 VIP sur cette course, voilà, qui vont être un petit peu partout dans ces hospitalités, on pourrait dire ça un petit peu comme ça, qui permettent aux VIP qui sont disséminés un petit peu partout sur le parcours. Enfin voilà, c'est une course de tradition, c'est la course numéro 1 pour les Flamands, c'est l'événement numéro 1 pour les Flamands, donc c'est vraiment une course formidable. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde le parcours, quelques évolutions du côté du parcours, 273 km au programme, c'est un peu plus que l'année dernière, ce qui en fait le Tour des Flandres le plus long depuis 98, et oui, c'est le plus long du 21e siècle. Départ depuis Bruges, il faut savoir que désormais il y a une alternance entre Anvers et Bruges. Une année sur 2, c'est Bruges, l'autre année, c'est Anvers. Du côté du parcours, quelques modifications. On ne commence pas par le Vieux-Quarmont. C'est vrai que les dernières années, on faisait 3 fois le Vieux-Quarmont. On passera encore 3 fois le Vieux-Quarmont, mais ça ne sera pas le premier mont qui sera passé. Le Eckenberg est de retour, c'est le Achterberg qui n'est plus là, et puis le Paderstraat n'est pas au programme comme le Lipovenstraat. Le Padenstraat, c'est seulement la 3e fois depuis 73 et son introduction qu'il n'est pas présent. Donc ce qui fait que par rapport à 2022, on a un secteur pavé de moins et un mont en plus au programme. Du côté de la carte, la première difficulté du jour, donc ça sera le secteur dit du Huis-Pontweg, 1700 mètres, donc ça sera au kilomètre 109 à 164 km de l'arrivée, donc il sera le premier secteur, enchaîné avec le Korte Heist, 500 mètres à 4,3% de moyenne, la pente max est à 9,6% et il n'est pas pavé. La dernière fois qu'il avait été emprunté, c'était en 2010.
10. Ensuite, premier passage dans le vieux Couarmont, kilomètre 136,5, 2200 mètres, on rappelle le vieux Couarmont. Pourcentage moyen 4%, max 11,6%, et c'est un secteur bien entendu pavé que nous prendrons à 3 reprises. Il y a ensuite le secteur numéro 3, le mont numéro 3 qui est le mont de Côté-Kir, je ne sais pas comment on doit le prononcer, mont qui n'est pas pavé, qui fait 1000 mètres, pourcentage max 17%, pourcentage moyen 6,3%, déjà emprunté en 2022. On enchaîne ensuite au kilomètre, à 118 km de l'arrivée, pardon, avec le Heikenberg, 1200 mètres, donc le grand retour de Heikenberg. Qui est un mont pavé, 5,2% de pente moyenne, un passage à 10%. Après ce Heikenberg, on a un enchaînement avec le Holleweg qui est un secteur pavé, le secteur pavé numéro 2, 650 mètres. Et ça s'enchaîne encore avec le Wolvenberg, tout ça en moins de 10 km. Le Wolvenberg, on sera à 114 km de l'arrivée. C'est un mont qui n'est pas pavé. Pourcentage max 17,3%, pourcentage moyen 7,9%, et il fait 645 mètres. Secteur, mont numéro 6, qui est au kilomètre 101, mais auparavant on a encore deux secteurs pavés. Le secteur pavé numéro 3 de Kergat, 1400 mètres à 110 km de l'arrivée, et puis le Jagerich à 108 km de l'arrivée, qui lui fait 800 mètres. Donc vous voyez, ce sont les deux secteurs qui s'enchaînent vraiment énormément. Ensuite, on a un enchaînement de monts, le mont du Molenberg, 463 mètres, 14,2% pourcentage max, 7% pourcentage moyen, qui s'enchaîne avec le Marlborough-Strat. Alors Marlborough-Strat, des fois on considère que ce n'est pas un secteur, que ce n'est pas un mont, des fois on considère que c'est un secteur pavé, là il est considéré comme un mont. 2040 mètres, ce n'est pas un secteur pavé, pourcentage moyen 3%, pourcentage max 7%. Le Berendries, ensuite on sera à 93 km de l'arrivée, 940 mètres, passage à 12,3%, pourcentage moyen 7%, et puis le Valkenberg, pas le mont du Valkenburg et pas la zone d'arrivée de l'Amstel, 540 mètres. Ce Valkenberg, 8,1% de pente moyenne, 12,8% sur le pourcentage max. Ce n'est pas un mont pavé. Et puis ensuite, on a le Berg ten Houte qu'on a déjà vu sur d'autres classiques flandriennes, qui sera le mont numéro 10, 76 km de l'arrivée. Il y aura une petite phase de transition auparavant, l'une des rares phases de transition qu'on aura auparavant sur le parcours. Ce Berg ten Houte, c'est les 400 premiers mètres, je crois, qui sont pavés, et donc 6% de pente moyenne, 21% de pente max. Le Canariberg, 11e mont du parcours, il est au kilomètre 70, le Canariberg. Des fois on lance la course depuis le Canariberg, même si ce n'est pas un mont pavé. 1000 mètres, 7,7% avec un pourcentage max à 14%. Et puis on enchaîne après avec le premier enchaînement Vieux Couarmont-Paterberg. Ça sera à 54 km de l'arrivée, à 51 km de l'arrivée pour l'entrée vraiment dans le circuit et finale. Vieux Couarmont-Paterberg, Vieux Couarmont, on en a déjà parlé. Le Paterberg, c'est 360 mètres seulement. Pourcentage max 20,3%, pourcentage moyen 12,9%. Et on enchaîne avec le parcours final et peut-être le mont le plus difficile au-dessus du Paterberg, qui n'est utilisé que par le Tour des Flandres, c'est le Koppenberg, 600 mètres seulement. Mais pourcentage max 22% et surtout pourcentage moyen 11,6%. Et lui, il sera à 44 km de l'arrivée. Après ce Koppenberg, on enchaîne directement avec Maribor-Strat. 400 mètres, c'est un secteur pavé numéro 5 qui sera à 40 km de l'arrivée. Et puis le Stachenberg, 700 mètres également à 38 km de l'arrivée, qui sera le dernier secteur pavé plat. Entre les deux, il y aura le Starnberg-Dries, secteur pavé également, mont pavé pardon plutôt, qui fait 1100 mètres au kilomètre 39,2, encore 39 km/2 pardon à parcourir. Pourcentage max 7,6, pourcentage moyen 3,1. Le Taillenberg, un classique également, 530 mètres, 15,8% et 6,6% de moyenne.
On enchaîne ensuite 10 km après le Tyenberg, donc 36 km de l'arrivée, avec le Kreuzberg à Othon, qui est à 26 km 500 de l'arrivée, 2500 mètres, c'est extrêmement long, 9% de pourcentage max, 5 de moyenne. Pour finir à 16 km 700 de l'arrivée et 13 km 300 de l'arrivée par le dernier enchaînement Vieux-Coirmont Paterberg. À la sortie du Paterberg, il y a une descente. Pardon, il faut faire attention parce que c'est technique, on est sur des routes étroites et puis à 8 ou 7 km de l'arrivée, je ne sais plus, vous avez un rond-point, vous prenez la première sortie sur la droite et là, c'est la ligne droite finale qui fait donc 7 km avec parfois des passages où il y a du vent de face, ça peut être extrêmement long et puis le sprint final en léger faux plat montant qui est un sprint de costaud où vous pouvez perdre la course également à ce moment-là. Je rappelle que cette année, il n'y aura donc ni le Bosberg ni le mur, le Capelmur qui ne seront pas au programme de cette édition du Tour des Flandres. Vous savez tout, maintenant on peut regarder la météo. La météo, nous sommes le 30 mars, il est 16h12 pour le moment du côté de la météo et c'est pas extrêmement fiable du côté de la météo, c'est-à-dire que la chaîne météo indique 8 degrés avec un ciel nuageux mais pas de pluie. Par contre, on aura eu de la pluie la veille, donc le pavé sera mouillé certainement, donc des conditions assez glissantes, des conditions un petit peu à la dure. Et au niveau du vent, là on nous indique un vent nord-est entre 20 et 40 km/h qui devrait être donc plutôt 3/4 sur la majorité du parcours. Mais vous savez, le parcours, ça tourne autour de Oudenarde, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Sauf que sur le site du groupe Eto, sur le forum, le groupe Eto, on annonce de la pluie, mais peut-être moins de vent que ce qui est annoncé par la chaîne météo. Donc vous voyez, c'est pas encore très fiable au niveau des projections météo. Par contre, au niveau des conditions climatiques, il fera très froid et ça sera à prendre en compte. Du côté du palmarès de cette épreuve, 107e édition, première édition, elle est remportée la première édition que j'ai, c'est en 1913 par Paul Denant. J'aurais dû regarder même Tour des Flandres. Premier vainqueur, parce que j'ai oublié de vérifier ça. Non, c'est bien Paul Denant. Alors avec des éditions remportées notamment par des coureurs très connus. Le premier vainqueur non italien, il faut attendre belge, il faut attendre 1949 avec Fiorenzo Magni. Le premier vainqueur français, c'est Louison Bobet qui avait réussi à s'imposer face à Hugo Kobler. L'année d'après, c'était encore une victoire française avec Jean Forestier. Et puis on a Alfred De Bruyne qui s'était imposé, Rick Van Looy également en 59, en 62, Tom Simpson, le regretté Tom Simpson, vainqueur en 61, Eddy Merckx, vainqueur en 1969 et en 1975. Il y a eu également la victoire de Walter Godefroy en 1968 et en 1978, 10 ans d'écart entre ces deux victoires. Roger de Vlaminck, Walter Planckaert, vous avez également Yann Ras en 83. Vous avez également Claude Criquelion en 87, Edwin Van Hooijdonk, Eddy Planckaert. Vous avez Jackie Durand, bien entendu, de cette grande échappée en 92. Vous avez Johan Moussiou en 95, en 98 également. Peter Van Petegem en 99 et en 2003. Très grand Flandrien sous-estimé, Van Petegem. Sorensen également en 97. Qui on a eu Tom Boonen, vainqueur à la période Tom Boonen-Cancellara. Tom Boonen c'est 2005, 2006, 2012. Cancellara c'est 2010, 2013, 2014. Steindevolder 2008, 2009. On se souvient également de la victoire de Nick Nuyens en 2011 devant Sylvain Chavanel. Et puis le dernier français sur le podium, c'était l'année dernière, c'était Valentin Madoise qui avait fini 3e derrière Van Der Poel et Van Baarle. 2021, c'était Kasper Asgreen. 2020, encore Van Der Poel. 2019, Bettiol. 2018, Terpstra. 2017, Gilbert. 2016, Sagan. 2015, Alexander Kristoff. Donc Cancellara. 2014, 2013. Du côté des derniers vainqueurs de cette épreuve. On regarde tout de suite les équipes au départ.
Alpecin de Koning sera au départ avec Mathieu Van Der Poel et Søren Kragh Andersen. Il y aura du côté de la Jumbo-Visma Wout van Aert, Christophe Laporte, Tige Benoot, l'Armada du côté de la Jumbo-Visma. UAE viendra donc avec Tadej Pogačar, Michael Berg et Matteo Trentin et Tim Wellens. Du côté de la G2R, Van Avermaet, Cosnefroy également au départ avec Pierre Gauthierat, le jeune Pierre Gauthierat. Lotto Destiny avec Caleb Ewan au départ, sans Arnaud Delis. Voilà, on a décidé de privilégier Caleb Ewan avec Jesper de Buist également et Florent Vermersch. Du côté de la Trek Segafredo, Jasper Stuyven, Mats Pedersen, Edward Theuns. Du côté d'Ineos Grenadiers, Tom Pidcock, Kwiatkowski pour le moment et Jonathan Narvaez. La Soudal Quickstep à la Philippe Asgreen, Ballerini avec également Florian Sénéchal. Du côté de la Jayco Alula, Michael Matthews, Callan O'Brien, Luka Mesgeek. Du côté de F Education Easy Post, Bettiol, Poles et Michael Honoré. Du côté de la Bahreïn, Victorious, Matej Mohoric avec Jonathan Milan, Fred White également. Intermarché avec Guilherme, avec Adrien Petit, Mike Tennyson et Sven-Erik Bäckström. Du côté de la DSM, on a Degenkolb et Degenkolb avec Nils Sekolf et Patrick Bevin. Du côté de la Bora Hansgrohe, Bob Jungels avec Charman, Polit au départ et Danny Van Poppel. Du côté d'Astana, nous avons Lutsenko au départ avec Gianni Moscon qui était sur le Tour de Catalogne. Gianni Moscon. Cofidis avec Max Walscheid, Pierre-Luc Perrichon, pas Axel Zinglet au départ. Du côté d'Israël, première tech Dylan Teuns avec Jacob Fuglsang et Chris Neyland. Du côté de Q36.5, Jack Bauer, Ludvigsson et Zukowski. Du côté d'Arkea Samsic, Hofstetter, Decker, Maclay. Du côté de Groupama FDJ, Stephen Kung, Madouas, Samuel Watson au départ avec Lewis Aski. Movistar avec Garcia Cortina, Jorgensen et Lascano. Du côté de la Total Energy, Peter Sagan, Boissonhagen et Anthony Turgis. La Bingo avec Guillaume Van Karlsbruck, Alexis Guérin également au départ, peut-être dans l'échappée. Du côté du coureur français, la Team Flanders avec Vito Braet, Lindsay de Wilder, encore Ron Van Poek. Et puis du côté de la Uno X, Alexander Christophe, Halvorsen et Rasmus Stiller. Du côté de mes favoris, je vous rappelle, faites attention aux paris sportifs, ces favoris, ces pronostics sont un titre totalement indicatif. Les paris sportifs, leur objectif, c'est que vous perdiez de l'argent. Hein. C'est bien l'intérêt de ces entreprises, pas que vous en gagnez. Sinon, c'est elles qui en perdent quand vous gagnez de l'argent. Du côté des favoris, eh bien, bon, là, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. Van Der Poel, Van Aert, Pogačar, Laporte. Moi, je mettrais une petite carte sur Van Aert parce que Jumbo, il peut jouer le surnombre, ce qui n'est pas possible pour Pogačar. Il n'y a pas l'équipe suffisamment forte pour ça. En plus, Pogačar, on a vu qu'il était un peu limité au niveau équipier. Et Van Der Poel, bah, c'est vrai qu'il y a que Søren Kragh Andersen, mais on sait un peu que ça sera Van Der Poel et Van Der Poel. Dans cette formation, parmi les coureurs à suivre, moi, j'ai Michael O'Brien. Qui monte en puissance, j'ai l'impression. Chris Neyland, qui fait un bon début de saison. Matteo Jorgensen, j'ai envie de revoir ce que ça donne après sa belle performance sur le Grand Prix O3. Et puis les coureurs à suivre, j'ai mis Lutsenko également, en grosse cote, on va dire. Intéressant de voir ce que ça peut donner. Lutsenko, c'est pas le plus mauvais sur un vélo, il est plutôt habile et il a déjà remporté une course en Espagne, la Rennes Parisor Intérieur, c'était l'année dernière, donc faut se méfier de Lutsenko. Du côté du programme télé, eh bien ça sera sur France 3 à partir de 13h35, sur Eurosport 2, France TV Sport, la plateforme internet et la RTBF à partir de 9h55, également à partir de 9h55 sur Sportza du côté de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve pour faire le débrief de ce Tour des Flandres 2022, certainement dimanche soir. Allez, ciao, ciao!